Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, bienvenue dans cette émission. Une émission qui s'intéresse à l'élection du nouveau directeur général de l'UNESCO. Ils sont 3 à briguer ce siège. La directrice sortante, Irina Bokova, son Excellence Racha Farah, ambassadeur de la République de Djibouti en France, que nous avons eu l'honneur de recevoir à l'émission précédente. Et enfin, le professeur Joseph Maïla. Le professeur Joseph Maïla est notre invité ce soir. Avec lui, nous allons évoquer le Liban et évidemment l'UNESCO. Professeur, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Professeur, vous êtes intellectuel, philosophe, chercheur, théoricien. Vous avez occupé des postes de très haute responsabilité en France. Qu'est-ce qui vous a poussé à présenter votre candidature à l'élection de l'UNESCO? Merci de votre question, monsieur. Mais comme vous l'avez indiqué, effectivement, ce sont un petit peu mes compétences intellectuelles, mon parcours professionnel, qui ont fait que je me suis toujours intéressé aux questions relatives à l'éducation. D'abord parce que je suis un éducateur, j'ai été doyen de faculté, recteur d'université, donc ce sont des choses que je sais faire, l'éducation. Mais aussi parce que je suis professeur de relations internationales. Et ma spécialité dans les relations internationales, c'est essentiellement la résolution des conflits, le dialogue dit des civilisations, toutes les questions de l'interculturalité, sont des questions qui sont naturellement du ressort de l'UNESCO. Et donc je me suis retrouvé tout naturellement enclin à dire oui à la proposition de mon pays lorsque ce dernier m'a proposé d'être candidat à la direction générale de l'UNESCO. Professeur, chercheur, philosophe, vous avez comme ça un parcours assez riche. Est-ce que vous pouvez nous faire part de votre parcours professionnel? Oui, alors merci de me donner cette occasion. J'ai commencé par faire des études de philosophie, de droit et de sciences politiques. Et j'ai un peu poursuivi dans cela au Liban. Je suis venu ensuite en France, où j'ai été à l'Institut d'études politiques, où j'ai été diplômé de l'Institut. Puis j'ai obtenu mes doctorats. J'ai un doctorat en philosophie et un autre en sciences politiques. Et après, bien entendu, j'ai enseigné. Et tout de suite, je me suis orienté vers des questions que j'évoquais avec vous, à savoir les relations internationales, le Moyen-Orient, parce que je suis originaire de cette région, et toutes les questions qui, au fond, au-delà, j'ai beaucoup été amené à travailler, notamment dans le cadre de l'OIF, sur les conflits, et notamment les conflits africains. Je me suis beaucoup intéressé à ça. Et bien entendu, j'ai écrit sur ces questions-là. Nous allons noter que vous êtes d'origine libanaise. Oui. Et comment se porte le Liban aujourd'hui avec la situation chaotique que connaît son voisin, la Syrie? Écoutez, le Liban est aujourd'hui dans une situation extrêmement compliquée et complexe, du fait d'abord, bien entendu, de la guerre qui se développe en Syrie, violente, avec des effets extrêmement clivants, comme on dit, puisqu'il y a des factions qui se battent et qui ont en quelque sorte une résonance au Liban. Et donc avec le danger de voir cette violence syrienne déborder sur le côté libanais. Mais il faut savoir aussi que le Liban est une société complexe, qui a déjà ses propres difficultés par elle-même. Mais s'ajoutant au contexte du conflit israélo-arabe, plus le conflit syrien aujourd'hui, plus une situation qui n'a pas de solution tout à fait prévisible et visible au Liban, ça fait beaucoup de choses. Ce qui fait effectivement que la situation est préoccupante dans cette région du monde. Vous avez surpris vos concurrents, vous avez surpris le monde entier en déposant votre candidature à la veille de la clôture. Est-ce une stratégie ou un choix délibéré? Alors, je vais vous rassurer, ni l'un ni l'autre. Vous savez, quand un pays se décide de présenter une candidature, ça se fait selon les processus de prise de décision interne. Celui du Liban est une prise de décision extrêmement lente. Et donc, le consensus s'est dégagé sur un nom avec une... vous savez, le Liban est un pays de consensus. Donc, quand il n'y a pas un accord pour présenter un profil particulier, les choses prennent du temps. Donc, une fois que ça a été décidé, nous sommes venus, le Liban est arrivé. Il est arrivé, alors, tard dans la perspective de ceux qui font campagne, parce qu'on vous dit qu'il faut commencer bien avant. Et dans l'élection de l'UNESCO, tout le monde sait que Mme Bokova est en piste depuis le jour de son élection. M. Rachad Farah a présenté sa candidature en fin de l'année 2012. Moi, je suis venu dans les délais. C'est vrai que c'était les derniers jours, les 2 derniers jours, mais dans les délais. Mais si la question est est-ce qu'il y a une stratégie, je vous réponds non. Si la question est est-ce qu'on a préparé cela de manière délibérée, je ne le pense pas, puisque j'aurais été dans le coup. Or, je n'ai pas été dans le coup et j'ai accepté la proposition avec fierté.
la proposition que m'a faite le gouvernement libanais à travers le président de la République de me porter candidat. Voilà comment ça s'est fait. Quelle est votre vision de cette organisation? Alors écoutez, moi je suis un peu inquiet sur l'évolution de l'UNESCO. Je partage mes vues avec le candidat Rachad Farah, à savoir que c'est une institution qui a perdu un peu sa visibilité, qui ne remplit plus ses missions. Sur la question, par exemple, de l'éducation, on sait que cette institution est aujourd'hui concurrencée par des institutions comme la Banque mondiale, comme le CDE. Je trouve ça pas normal. Je ne vois plus la visibilité de l'UNESCO dans les processus de reconstruction des sociétés qui sont déchirées par la guerre. Et pourtant, l'UNESCO est concernée par l'édification d'une culture de paix. Je ne le vois pas. Je ne vois pas l'UNESCO et ce qu'elle a à dire et à faire. Je viens du monde arabe, dans une période où le monde arabe connaît des transformations majeures, des évolutions majeures. J'aimerais écouter la voix de l'UNESCO sur ces questions. Je ne vois pas l'UNESCO sur tout ce qui est dialogue des civilisations. Vous savez qu'aujourd'hui, nous sommes pris entre xénophobie, islamophobie, toutes sortes de courants identitaires, etc. Bon, c'est le monde tel qu'il est. Mais il y a une institution qui est supposée s'intéresser à ces questions, trouver des antidotes, trouver un moyen pour faire dialoguer tous ces gens-là. Où est l'UNESCO? Je la cherche, je ne la trouve pas. Où est l'UNESCO? Telle est votre question. Vous êtes candidat. Quelle est votre vision et quels sont vos projets? Alors j'ai une vision en 3 parties. La première partie serait de revisiter le programme de l'UNESCO en ce qui concerne l'éducation. De plus en plus, nous savons que l'éducation est la clé du développement. C'est la clé de la culture, c'est la clé du développement, c'est la clé de l'innovation technologique, c'est la clé de l'accès, de la constitution des classes moyennes et de l'accès des classes moyennes à la science, à la culture, que ce soit en Afrique, en Asie ou au Moyen-Orient. Donc il faut revisiter et savoir à quel type d'homme on a affaire, donc à savoir dans quel siècle on vit. Deuxièmement, je voudrais que l'UNESCO apporte sa contribution à l'étude des phénomènes culturels de ce temps. Où est-ce que nous allons? Où est-ce que va le monde? Comment va-t-il s'organiser? Quel est l'homme de demain? Quelle est la société de demain? Et je demande à l'UNESCO de réfléchir sur l'impact culturel de la globalisation. Et le troisième, je voudrais que l'UNESCO, en tant qu'agence du système des Nations Unies, soit partie prenante au processus de pacification, de réconciliation des sociétés, ce que nous appelons, excusez-moi, ce que nous appelons dans notre jargon de politologue le post-conflit. Jusqu'à maintenant, l'UNESCO s'est intéressée à la prévention des conflits. Ensuite, elle s'est intéressée à toutes les modalités par lesquelles on peut construire une culture de paix. Ça a été tout le programme de Federico Mayor, cette décennie pour la culture de la paix. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le problème qui nous intéresse au Moyen-Orient, en Afrique en particulier, c'est de savoir comment on refait des sociétés qui se sont déchirées. Et dans le post-conflit, l'UNESCO doit jouer son rôle. Une société se reconstruit avec l'argent qu'on lui donne pour refaire ses routes, pour refaire ses édifices. Elle se construit par de la construction, elle se construit en créant des universités, elle se construit en créant un réseau routier, en refaisant la société civile. Mais elle se construit aussi par le ciment de la culture. Comment faire pour que des gens qui se sont battus se réconcilier? Quel est le ciment culturel sur lequel on édifiera de nouvelles sociétés qui ne seront pas les sociétés capables de se déchirer à au moindre coup de vent, si j'ose dire? L'UNESCO est une institution malade. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Cour des comptes. Elle est mal gérée, elle a un gros déficit. Comment allez-vous pouvoir réaliser vos projets quand on sait qu'avec le retrait des financements américains, l'UNESCO a perdu un quart de son budget? Oui. Comment comptez-vous faire? C'est la grande question, effectivement, c'est la grande question. Comment on peut faire? Il n'y a pas de solution magique. Ce que l'on va faire, c'est d'essayer, avec l'argent que l'UNESCO a, avec son budget normal, avec des fonds extra-budgétaires, de nous concentrer sur des priorités, de ne pas tout faire, d'accepter de ne pas tout faire. Et c'est une occasion excellente pour savoir, parce que dans la vie des nations, il y a des hauts et des bas, pour savoir, un moment de crise, la crise vous ouvre les yeux sur l'essentiel. Quand il y a une crise, vous la résolvez, non pas en essayant de solutionner les côtés périphériques, mais en allant droit au but. Donc, quels sont notre but? Quel est notre but en matière d'éducation, en matière d'accès à la science, en matière de patrimoine? Allons au but et faisons
moins, mais mieux en choisissant nos priorités, moins en termes de quantité de projets, mieux en se disant l'urgence, elle est là, il faut la résoudre. Et puis, il ne faut pas désespérer pour travailler à ce que cette société, cette organisation, soit représentative de la société internationale. Moi, je ne me réjouis pas quand une nation, quelle qu'elle soit, quitte l'UNESCO. Il faut que toutes les nations soient dans l'UNESCO, parce que c'est une organisation universelle, internationale. Donc il faut faire en sorte aussi que ceux qui partent reviennent. Et donc là, il y a une diplomatie culturelle à mener, parce que l'UNESCO n'est pas le Conseil de sécurité et on ne va pas faire une guerre pour ça, et on n'a aucun moyen. Mais c'est en persuadant qu'il y a plus de bénéfices à être dedans qu'à être dehors. L'UNESCO est une institution qui a presque toujours été dirigée par les Occidentaux. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui est venu le temps du Sud? Je crois. Mais écoutez, je pense qu'il est plus que nécessaire. D'abord, le temps du Sud, le temps aussi de quelqu'un qui soit originaire des pays arabes. Nous avons eu beaucoup de chance en ayant, par exemple, à un moment donné, le professeur Mokhtar Mbo, qui a représenté le Sud et de belle manière. Et ensuite, bon, on ne peut pas dire que M. Matsoura ce soit le Sud, on ne peut pas dire que l'Amérique latine, d'une certaine manière, peut-être Jaime Torres Bodé, qui était en 1948 représentait le Sud, mais le Sud arabe, nous avons besoin de lui. Vous avez parlé des pays arabes. On sait que l'UNESCO n'a jamais été dirigé par un pays arabe. Si vous êtes élu, le Liban serait le premier pays. Quelle serait la portée symbolique de cette victoire? Elle est énorme, elle sera énorme. Elle sera énorme parce que le Liban est un pays qui mise beaucoup sur des valeurs de l'UNESCO, à savoir un système politique ouvert, un idéal démocratique, la gestion de la diversité culturelle et confessionnelle, un pays d'ouverture aussi entre l'Orient et l'Occident, un pays qui appartient au monde arabe mais qui a toujours été ouvert sur l'Occident. Je pense qu'il y a un message à ce que ce soit le Liban qui puisse représenter un peu le microcosme de la société internationale sur ces thèmes-là, et que ce soit le Liban qui présente une image différente au monde arabe de ce que les téléspectateurs, par exemple, peuvent voir quand ils voient ce qui se passe en Tunisie, en Égypte ou ailleurs. Vous avez travaillé pendant longtemps au Quai d'Orsay comme conseiller religion pour le gouvernement français. Vous avez été notamment responsable des questions religieuses, conseiller des ambassadeurs sur ces questions-là. Quand on sait que l'élection au poste de directeur de l'UNESCO, c'est un peu politique, on ne va pas se le cacher, c'est des alliances d'État, c'est le lobbying. Vous n'avez pas été surpris de savoir que la France apporte son soutien à la présidente sortante et pas à vous? Or, vous avez longtemps travaillé avec eux? Oui. Écoutez, merci de poser cette question. Je veux dire une chose. D'abord, mon travail au ministère des Affaires étrangères a été un travail d'expertise sur les questions de recherche en matière de religion notamment, comme vous l'avez signalé. Mais je venais de l'université. J'ai été détaché pendant un temps au ministère, et puis je suis revenu à l'université où je me trouve à nouveau. Donc c'est un temps d'expertise que j'ai servi en essayant d'apporter à la demande du ministère une contribution sur l'impact des courants religieux contemporains, quels qu'ils soient dans le monde, dans l'orientation de la politique étrangère. Donc c'est une meilleure connaissance de la réalité pour affiner des prises de décision. Bon, donc j'étais dans mon rôle d'universitaire. Mon contrat est terminé. Vous avez dit pendant longtemps. Or, pendant longtemps, c'est moins de 4 ans. Je n'ai pas fait 4 ans, j'ai fait 3 ans, 9 mois, très exactement. C'est énorme, 3 ans. Écoutez, dans une vie universitaire de 30 ans d'enseignement, je ne sais pas, hein, c'est à vous de juger si c'est énorme. Mais j'ai apporté mon concours, mon expertise à l'OIF, à l'Organisation de la francophonie. J'ai été expert aussi pour l'UNESCO, toujours sur le même mode de détachement avec des contrats. Donc, est-ce que j'ai été surpris? C'est la question que vous me posez, comment je l'ai pris. Écoutez, la France appuie un État qui est dans l'Union européenne. Donc, la France a été suffisamment explicite pour dire, bon, le groupe européen se trouve du côté de Mme Bokova, dont le pays, la Bulgarie, est membre de l'Union européenne.
Je ne sais pas comment évoluera la bataille, je ne sais pas quelle sera la position de la France, mais ce n'est pas une situation ni première ni irréversible, hein. Je me souviens par exemple que lorsque M. Federico Mayor a été élu, il n'était pas le candidat de son pays. Son pays lui avait dit, nous l'Espagne, malheureusement, M. Mayor, nous n'allons pas vous appuyer. Donc il a trouvé des appuis en Amérique latine. Donc voilà, moi je pense que ma situation de binational, de quelqu'un qui a plusieurs cultures, est un atout pour l'UNESCO. Je ne vois pas, bien entendu, la question se pose en 2013, mais en 2022 et en 2042, quand le monde sera suffisamment mobile, intégré avec des diasporas, vous ne pensez pas que nous allons nous retrouver dans des situations comme celle-là, où vous êtes originaire d'Afrique, vous avez grandi en France, vous avez étudié aux États-Unis et vous travaillez en Chine. Et alors ? Et dans cette vie-là, vous avez, pour des raisons ou d'autres, acquis la nationalité d'un pays. D'accord, très bien. Qu'est-ce qu'on va nous reprocher? De ne pas rester dans la boîte dans laquelle nous sommes nés? L'Union européenne et les Américains ont donné leur soutien à Bokova. L'Union africaine et l'OCI ont donné leur soutien écrit à votre concurrent, son Excellence Rachat Farah. Quels sont les États qui vous soutiennent? Quels sont vos soutiens? Quel est votre lobbying? Alors je vais vous dire, c'est les États que vous citez et les autres qui me soutiennent. Je veux dire pourquoi. Parce que dans une élection, on a toujours une aventure ouverte. Il est très normal que vous affirmiez des affinités avec des pays qui appartiennent à votre organisation régionale, à votre aire géographique. C'est très normal. Quand quelqu'un d'un pays se présente à une élection, quand un pays présente un membre de son État à une élection, il est normal qu'il y ait autour de lui une solidarité qui se fasse à partir des gens qui l'appuient parce qu'ils sont dans la région. Est-ce que ça veut dire que cela est un point de vue définitif? Une élection, c'est un débat. Une élection, c'est une vision. Une élection, c'est le choix de personnalité. Et une élection, c'est un équilibre de forces. Ne prenez pas en compte le seul équilibre des forces géopolitiques. Il y a d'autres équilibres qui sont à prendre en considération et on le voit. M. Mayor a été élu directeur général après avoir eu au premier tour 6 voix et lui, l'Européen, ne pas être appuyé par des pays européens. Et c'est lui qui a triomphé de M. Mbo, je crois, mais qui avait déjà fait 13 ans à la tête de... Donc tout est ouvert, tout est possible. Vous êtes originaire du Moyen-Orient. Oui. On sait également que c'est une région assez trouble en ce moment. Oui. Quelle est votre vision pour cette région? Moi, ma vision, c'est que ce qui se passe est très important. C'est des mutations de société. C'est une jeunesse qui est en train de venir et qui veut changer le monde, qui va avoir sa place. C'est un réveil des sociétés civiles. C'est un nouveau contrat qui est signé entre l'État et la société civile. Donc, je salue tout ce qui est en train de se faire. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec tout ce qui se fait parce qu'il y a beaucoup de violence, mais je salue la naissance d'un monde nouveau. La directrice générale actuelle propose la fusion des sciences avec les sciences sociales, une idée qui suscite beaucoup d'opposition. Poursuivez-vous cette idée? C'est inacceptable. Pourquoi? Parce que les sciences... Moi, je suis professeur de sciences sociales. Si vous voulez que une fois que je serai élu directeur général à l'UNESCO, vous pensez que je peux, moi, professeur de sciences sociales, s'aborder les sciences sociales? Jamais. Je ne pourrais pas l'accepter. Je ne vois pas quel bénéfice on a à faire cela. D'abord, on tue la spécificité des sciences sociales. Deuxièmement, on n'a pas, j'aurais dû commencer par ça, on n'a pas le droit de toucher à ça. Ça fait partie de la charte, de la constitution de l'UNESCO, qui a des secteurs, qui a des programmes. Il y a un programme qui s'appelle sciences sociales. Alors, vous voyez l'aberration de mettre les sciences sociales dans les sciences naturelles? Écoutez, on va être la risée du monde entier. À tous les chefs d'État qui vous regardent et qui vous écoutent en ce moment sur Canal International, quel est le message? Ceux qui vous ont soutenu et ceux qui ne vous soutiennent pas, quel est le message que vous souhaitez leur passer? Alors, ma vision s'intitule « Vers une solidarité universelle ». Je ne crois pas aux paroles, je ne crois pas à la rhétorique, je crois à une action qui, s'inspirant d'une vision, parce que sans vision, vous n'allez pas loin. Parce qu'une vision, c'est une conviction. Ce n'est pas seulement une manière de voir, c'est une manière de croire. Si vous n'avez pas cette vision, si vous n'avez pas cette conviction, vous ne pouvez pas postuler à une action que j'ai, moi, intitulée « Vers une solidarité universelle ». Mon message, c'est que nous sommes embarqués sur le même navire.
et que nous sommes solidaires des uns des autres. Et cette solidarité, l'UNESCO contribue à la faire par la coopération scientifique, intellectuelle et artistique. Et c'est sur cela que je veux insister, le tout étant véhiculé par, et couronné en quelque sorte, par l'éducation qui est à la base de l'être humain. Il n'y a pas d'être humain constitué d'un seul coup. Il y a une éducation qui le fait, qui le crée, qui le constitue, qui lui permet de s'épanouir et de faire épanouir les sociétés dans lesquelles ils vivent. Donc moi, mon message, c'est solidarité universelle, solidarité entre les peuples. Vis-à-vis d'une mondialisation qui fractionne, qui divise, je veux une culture qui réunit. Et cette culture, c'est celle que j'entends promouvoir par le vouloir vivre ensemble, par la diffusion de l'éducation, par la collaboration à une réflexion commune sur où va le monde, quel homme voulons-nous, quelle vision avons-nous de l'éthique de l'existence en commun. Voilà ma vision. Bon, professeur, nous tirons au terme de cet entretien. Quel est le message que vous avez à cœur? Si nous avons oublié quelque chose? Non, simplement, moi, je voudrais dire combien l'Afrique est prioritaire dans tous les programmes de l'UNESCO. Il y a une priorité Afrique. Je ne toucherai pas à cette priorité. Elle me semble fondamentale. Elle me semble entrer dans une logique d'émergence de continents nouveaux et de leur contribution à l'histoire du monde. J'insisterai beaucoup là-dessus. J'ai moi-même beaucoup travaillé au sein de l'OIF à cette connaissance de l'Afrique que j'ai parcourue en long et en large grâce à l'OIF. Et j'ai participé à des tentatives de médiation, de réconciliation, de surveillance des élections. J'aime l'Afrique, je connais l'Afrique, et l'Afrique restera dans le cœur des priorités UNESCO. Je le dis, pas parce que je voudrais simplement faire un mot qui concerne les Africains, mais parce que j'ai connu l'Afrique. Je la connais, je la sillonne depuis 20 ans. Et voilà ce que je voulais dire, cette priorité existera toujours. Professeur, merci pour votre disponibilité. Mesdames, Messieurs, nous tirons à la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt sur Canal 2 International.